Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler donc de Flutterflow, des pour et des contre en fait, par rapport en fait à son utilisation dans un cadre justement qui va être professionnel, personnel, en entreprise, en tant que développeur indépendant. En fait, aussi comprendre au-delà des avantages, des inconvénients, on va dire, de la plateforme, ce qui est bien, ce qui est pas bien, les limites, ce que vous pouvez faire et ne pas faire. C'est aussi comprendre à qui s'adresse, selon moi en tout cas, cet outil, puisque ça va en fait surtout vraiment bien être très utile, vraiment très rentable pour certains types de personnes, on va dire, de développeurs par exemple, et puis moins pour d'autres situations, d'autres projets, pourquoi pas, et essayer de voir vraiment rapidement dans une vidéo que je vais essayer vraiment de condenser les quelques points qui sont clairement pour et ceux qui sont aussi contre l'utilisation de Flutterflow dans un cas du coup de projet ici d'entreprise, enfin en tout cas les projets d'application. Alors les pour, on va prendre 3 points ici, hein. À chaque fois que je vous fais une vidéo comme ça maintenant, je vous fais un article aussi qui accompagne les vidéos, donc si vous voulez consulter aussi en parallèle l'article, vous avez le lien dans la description. Donc le premier pour en fait, c'est tout simplement de venir rappeler aussi que là, le fait que ça soit du no-code, ça va être vraiment accessible aux débutants. Donc parce que c'est du no-code, parce qu'il y a cette logique très visuelle, on est quand même sur un outil qui est accessible quasiment pour tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que c'est un outil que tout le monde va pouvoir vraiment maîtriser hyper facilement. Moi, les retours que j'en ai aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai plus cette approche aujourd'hui du débutant quand j'utilise Flutterflow parce que ça fait des mois et des mois, maintenant plus d'un an que j'utilise cet outil quasiment au quotidien. Donc j'ai plus cette approche de dire voilà je sais pas faire. En tout cas l'œil, la vision de celui qui débute dans la plateforme. Moi les échos, les retours en fait que j'en ai, c'est que quand les gens arrivent sur Flutterflow, ils se disent waouh il y a beaucoup de choses, ça paraît compliqué. Moi honnêtement aujourd'hui ça me paraît beaucoup plus simple en tout cas qu'au début. Bon c'est vrai que moi j'avais déjà le bagage en fait de Flutter, de développeur derrière Flutter. Donc forcément, j'ai pas la même approche, le même ressenti de l'outil. Même la première fois que j'ai testé Flutterflow, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais on peut se dire que quand même quand on débute, on peut se dire mais c'est quand même compliqué. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que voilà, c'est une approche qui est complexe. On peut comparer ça à un gros logiciel. Moi, j'aime bien comparer ça à un gros Photoshop, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses, mais moi, je préfère largement utiliser un Flutterflow qu'un Photoshop, hein, justement, parce que je trouve que en cherchant par exemple, on peut quand même facilement trouver une fonctionnalité. On est aidé par exemple ici quand on a une erreur, qu'on clique dessus, on va être automatiquement redirigé vers la page qui nous intéresse. Donc je trouve quand même que Flutterflow fait assez bien les choses. Ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire que tout est évident, mais on a quand même plein d'outils. Par exemple, ici, on a le storyboard qui vous permet de connecter tous les différents boutons et actions de votre application. Je trouve que quand même tout ça nous apporte une interface qui est très visuelle et donc le premier aspect, le visuel, c'est que c'est accessible aux débutants. Le deuxième point qu'on pourrait aborder, c'est on va appeler ça la rapidité de développement. Je prends l'exemple ici d'un projet comme le projet Uber. Ici, j'utilise par exemple des widgets. Donc là, vous avez la liste des widgets ici. Donc on a évidemment le célèbre widget Google Maps qui est personnalisable ici, hein, vous le voyez, hop, Google Maps. On peut afficher des marqueurs dessus, on peut l'initialiser à une certaine localisation, on peut aussi tout simplement modifier l'apparence en fait de notre carte avec une carte hybride, carte terrain, carte satellite et carte standard de type navigation. On peut également ici modifier le zoom, etc. Vous avez plein aussi de paramètres à cocher. Tout ça c'est un package, hein. Normalement c'est le package Google Maps, mais c'est tous ces éléments-là qui sont des widgets pour le moment juste visuels qui vont nous faire gagner du temps. Il y a plein de choses hein, qui nous font gagner du temps dans Flutterflow, mais il y a vraiment pour moi des petites pépites. Par exemple, ici vous avez ce qui s'appelle ici, j'ai oublié le nom, le Play Speaker. En fait, ça c'est un widget qui va vous permettre d'ouvrir une page en fait Google Maps. Je vais vous montrer par exemple. Voilà, donc là par exemple j'ai l'application Uber que je peux tester en direct. Donc là je clique ici sur départ, je vais pouvoir mettre par exemple je suis Charles de Gaulle, donc là je fais une recherche. Voilà, donc là c'est directement un widget en fait Flutterflow qui me permet ici de mettre un bouton en fait qui va ouvrir un formulaire par exemple, et là je vais mettre la tour Eiffel. Voilà. Et je vais pouvoir faire une recherche par exemple. Bon là c'est pas la fonctionnalité de recherche qui m'intéresse, mais ça on est vraiment sur le widget Google Maps directement de Flutterflow. Là c'est le widget par exemple Play Speaker. Donc c'est pour vous dire quand même que là on va récupérer la localisation, etc. Donc c'est tout ce qu'on va manipuler ici par exemple quand je vais afficher mes trajets passés. Là on est sur alors là c'est un
custom widget, peu importe, parce que en version mobile, j'ai vraiment le tracé qui s'affiche. Et tout ça pour vous dire en fait que quand même, c'est cette rapidité de développement qu'on obtient parce qu'on a des éléments, des widgets qui sont préconçus, parce qu'on a les vidéo players, je vous l'ai montré pour le projet TikTok, je vous ai fait une vidéo dédiée dessus. Le fait qu'on ait rien que ces widgets-là préconçus, on gagne énormément de temps. Et là, je vous ai même pas parlé des templates, je vous en parle quand même assez souvent des templates, c'est extraordinaire. L'authentification, par exemple, à chaque fois, ça c'est quelque chose qui revient dans tous les projets. Moi, à chaque fois, j'ai mon template ici préféré, je l'utilise à chaque fois, mais pour la page, par exemple, d'édition du profil, j'utilise aussi une page ici qui est de type setting, mais c'est pour éditer le profil, mais en fait, vous pouvez éditer plein d'autres choses. E-commerce, moi, je m'en sers pas forcément, mais si vous faites une application de vente, etc., vous pouvez vous en servir. Le contenu ici, c'est très pratique aussi. Ce que j'utilise encore plus, moi, c'est les composants, les templates de composants. Quand je veux faire un bottom sheet, c'est-à-dire, par exemple, ici, je vais vous prendre le projet WhatsApp, par exemple. Ici, par exemple, je veux créer un nouveau statut. Ça, c'est un bottom sheet. Donc là, moi, je me suis inspiré tout simplement d'un composant Flutterflow qui existait déjà, que je peux venir réduire avec un drag and drop. Pareil pour afficher ici mon QR code. Tout ça, c'est des widgets préconçus, ça c'est un template de composants. Ici, ce que vous voyez, le QR code, tout simplement, je peux vous montrer le projet WhatsApp. C'est, voilà, QR code component. Ici, c'est un widget qui s'appelle barcode que vous pouvez personnaliser, etc. Bon, bref, tout ça, c'est dans l'optique de vous faire gagner vraiment du temps. Le dernier point, le troisième pour moi, ça va être tout ce qui concerne la personnalisation. Ça, c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est tout ce qui va être géré au niveau du thème couleur. Alors, c'est le thème couleur, ça peut prendre d'autres apparences. Vous pouvez aussi modifier la typographie de votre application. Ici, vous avez le design system pour changer. Par exemple, moi, je ne m'en servais pas au début, les indicateurs de chargement. Je vais vous refaire une démonstration, par exemple, avec le projet WhatsApp ici. Par exemple, je vais charger mes discussions. Alors là, on ne le voit pas, mais par exemple, voilà, ici, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais c'est pas un chargement circulaire, c'est un chargement qui est linéaire. Voilà. Bon, faut vraiment le voir, mais ça peut vous éviter en fait certains bugs en fait d'affichage. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Ici par exemple, si vous voulez modifier l'affichage du cercle de chargement, vous pouvez le faire. Vous en avez vraiment plein. Donc moi, je vous conseille de rester sur celui qui est basique. Vous pouvez modifier évidemment la couleur. Voilà, c'est tout bête, mais ça se fait très bien. Justement, au niveau du thème couleur, vous pouvez modifier chaque couleur évidemment indépendamment. Et ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez modifier toutes ces gestions de couleurs globales et le faire. Alors, vous avez ici ce qui s'appelle dans la section Explore des thèmes à la fois couleurs et de typographie qui sont préconçus avec plusieurs variantes, ce qui va vous permettre de changer, par exemple ici, complètement la thématique le thème couleur de votre application, mais également les polices qui sont affichées dedans. Donc là, vous voyez qu'on change radicalement les couleurs du projet. Mais voilà, et vous pouvez le personnaliser en fait. Ici, vous pouvez sélectionner par exemple, on peut changer de page, la product page, et on va pouvoir visualiser tout ça. Donc là, on voit vraiment qu'on change radicalement de thème couleur à chaque fois. Et on peut tout visualiser en direct. Donc je trouve que ça c'est vraiment super pratique, la page de connexion, voilà, hyper basique aussi. Et vous pouvez aussi modifier en fait les typographies, moi où je m'en sers pas du tout. Mais vous pouvez en fait changer ici les polices. Donc là je pense que c'est issu de Google Font, voilà. On peut en importer de nouvelles et donc radicalement changer les polices de votre projet. Enfin bref, tout ça fait qu'on peut quand même personnaliser un projet d'application hyper facilement, ce qui était pas impossible à faire en faisant du développement pur avec Flutter, mais qui est encore plus facile à faire ici avec Flutterflow, sachant que je m'en sers pas dans tous mes projets, mais vous avez évidemment ici aussi l'intégration du thème sombre. Pour certains projets, moi je retire en fait le thème sombre parce que par exemple comme le projet Uber, vu que je suis déjà sur un thème un peu sombre, je préfère rester sur une interface qui est purement thème clair. On passe du coup au deuxième gros morceau de la vidéo, ça va être tous les contres en fait, les anti-arguments, les contre-arguments pour utiliser, et surtout là ici ne pas utiliser Flutterflow. Comme je vous le disais, je pense que Flutterflow c'est bien pour certains types de projets, certains types de développeurs, de personnes, c'est bien pour les débutants, ceux qui n'ont pas forcément de compétences, c'est bien aussi pour tous ceux qui vont travailler dans les startups, les agences de développement, etc. Je pense que pour certains développeurs et pour certains types de projets et de sociétés, ça va être un peu moins intéressant. Le premier contre qu'on va pouvoir prendre en main, c'est toutes les limites. J'avais noté les limites fonctionnelles de l'outil, mais c'est-à-dire ça va être toutes les limites techniques. Je pourrais vous prendre plusieurs projets, alors c'est pareil, ça peut faire peur à certains. Moi, ce que j'ai fait par exemple dans le projet Uber, c'est que j'ai recréé certaines fonctionnalités avec du code. Voilà. Donc là, j'ai dit,
on peut le faire avec Flutterflow. Si je souhaite le faire différemment, par exemple ici la carte que vous voyez pour le projet Uber, la première carte que vous voyez ici, voilà, donc là la carte que vous voyez ici, moi j'en avais fait 2 versions, notamment pour qu'on puisse visualiser en fait les chauffeurs sur la carte. Un petit peu, enfin exactement comme pour l'application Uber, qu'on puisse les visualiser, les voir bouger, etc. Bon bah ça, je ne l'ai pas fait avec le custom, enfin avec directement le widget Google Maps ici, parce que on a vraiment les marqueurs ici, le gros marqueur classique, hein, là vous pouvez juste changer la couleur, mais on n'a pas le marqueur vraiment personnalisé. Bon, ça je trouve que c'est pas que c'était dommage, mais je voulais tout simplement proposer une alternative. Bah, là par exemple c'est une limite technique, c'est-à-dire que là je ne vais pas pouvoir le faire sans passer par un custom code, et pour certaines personnes ça peut être un frein. C'est-à-dire, moi ce que j'essaie de vous enseigner, c'est de faire un maximum de choses en fait en restant dans l'interface no code de Flutterflow, et puis encore une fois, hein, c'est le pourcentage que je vous donne, c'est le 5 à 10% de votre application des fonctionnalités, vous pouvez le faire en fait avec du custom code. Ici par exemple j'ai un widget qui s'appelle Route Map, qui me permet en fait d'afficher le tracé en fait de mon application. Ça s'appelle grâce au widget qui s'appelle qui s'appelle Flutter Polyline, qui me permet de relier en fait 2 points sur une carte pour afficher en fait un tracé à l'utilisateur. Et bien pour ça, j'utilise un custom code comme vous le voyez juste ici. Ça, encore une fois, les interfaces de no-code, hein, c'est valable pour Flutterflow, mais pour les autres aussi, ne l'intègrent pas directement parce que c'est des fonctionnalités qui sont trop précises. Donc on va avoir de temps en temps des limites fonctionnelles. Par exemple, vous êtes sur Instagram, générer un flux d'actualité qui va être personnalisé, c'est pareil, c'est pas possible de le faire purement en no-code. Il faut soit passer ici par des Cloud Functions, c'est-à-dire pour écrire un code qui va travailler en fait sur notre base de données, mais moi ce que je fais, c'est que je le fais avec ici un custom code, une custom action plus précisément, qui va me générer en fait, encore une fois, un flux d'actualité, ce que j'ai appelé my feed, mon flux d'actualité qui va être en fait mes posts à moi, en fait, ceux des personnes que je suis. Tous, ils vont être regroupés dans une seule et même collection. En tout cas ici, une sous-collection. Donc, on peut retrouver, c'est vrai, des limites techniques. C'est pareil pour le projet, on peut reprendre le projet TikTok. Vous voulez faire un projet comme YouTube, par exemple, ou comme TikTok ici. On va avoir, par exemple, l'outil, par exemple, le lecteur vidéo, je ne le retrouve plus, voilà, le vidéo player, le widget vidéo player. Si ce widget ne vous convient pas, bah voilà, ça peut constituer des limites, un petit peu comme le widget Google Maps, c'est bien, ça a ses limites aussi. Si on veut aller plus loin ou si on veut faire plus personnalisé ou mieux, plus performant ou pour je ne sais quelle raison, vous avez besoin d'un outil différent, il va falloir passer par des custom codes. Le deuxième contre qui pour moi est vraiment un des plus importants à comprendre, c'est qu'on va être dépendant quand même de la plateforme. Alors, on n'est pas dépendant au niveau de la gestion des bases de données, puisque les bases de données, je peux vous montrer ici un autre projet, on est sur Firebase. En tout cas, la plupart du temps, on va être sur Firebase. Donc en fait, c'est quand même 2 choses indépendantes, séparées. C'est-à-dire que vous allez avoir ici vos données, vos utilisateurs, votre stockage, etc., vos Cloud Functions, et toutes les autres fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. Par contre, votre projet, lui, le code, il est sur Flutterflow. C'est du Flutterflow. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur ça, est-ce que je suis dépendant, etc. Moi, je ne vois pas ça comme une relation de dépendance. Je vois Flutterflow comme une plateforme. Je peux retirer mon code de la plateforme, ça c'est bien. Et si demain, je veux reprendre cette application et la développer avec un autre outil que Flutterflow, je peux aussi. Bien sûr, ça ne se fait pas tous les jours non plus. On est forcément dépendant parce que on peut visualiser le code ici. Il faut quand même comprendre le code qui est généré, il faut être capable de l'éditer. Alors c'est du code, c'est du Dart, hein, vous le reconnaissez ici. Mais malgré tout, voilà, c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui souhaite être vraiment indépendant de dire ouais mais j'ai pas envie d'être trop dépendant de ce code qui a été généré là. Moi en fait je le vois dans l'autre sens, c'est-à-dire que je sais que pour la plupart des développeurs, c'est vraiment une aide au développement d'avoir un outil comme Flutterflow qui nous aide aussi à structurer notre code, avoir un projet qui est déjà bien structuré dès le départ. Et en fait, pour moi, c'est plus un avantage qu'autre chose. Mais pour certains développeurs, pour certaines sociétés, ça peut être aussi un frein, un inconvénient, c'est-à-dire Et c'est pour ça que je pense que c'est pas vraiment le type de développeur, c'est quel est le projet que vous faites. Par exemple, moi j'ai en tête le projet d'application de la SNCF, l'application SNCF Connect qui a été réalisée avec Flutter. C'est sûr que pour eux, utiliser Flutterflow, c'est pas forcément une bonne idée parce que ils ont leurs grosses bases de données qui sont pas sur Firebase, qui sont sur leur propre serveur. Ils ont plusieurs en fait développeurs qui vont être dédiés au développement d'applications. Donc on n'est pas sur, c'est pas cette logique de productivité, c'est la logique d'efficacité, de performance.
Et eux, le no-code, ça les intéresse pas, j'ai envie de dire. C'est pas, ils en sont pas à ce niveau-là, ils sont pas à même 1 million près en termes d'investissement sur une plateforme. Donc là, c'est pas l'abonnement, est-ce qu'il est à 30 ou 70 dollars par mois? On n'est même plus, c'est une très grande entreprise, on en a d'autres aussi, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pas, on va dire, dans la thématique startup ou développeur indépendant ou agence de développement. Et le dernier point, alors je l'ai appelé moins de contrôle. Ça rejoint cette idée-là, c'est que en fonction de vos besoins, là vous allez être, moi c'est ça que la vraie définition en fait d'un framework, même si Flutterflow c'est pas un framework, c'est un cadre de développement, d'accord, un cadre de travail. Et donc en fait le fait quand on est dans Flutterflow, on va avoir des contraintes en fait. Par exemple, les contraintes, c'est de bien structurer ces bases de données, d'accord, de les structurer d'une certaine manière. Moi, encore une fois, je le vois aussi comme un avantage parce que ça aide les gens à bien structurer leur base de données. Je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a plein de gens qui développent un projet qu'ils ont réalisé avec Flutter, quand ils le passent à Flutterflow, il y a des choses qui ne passent pas parce que le projet de base n'était pas forcément, entre guillemets, bien structuré. En tout cas, il aurait pu être mieux l'être. Et le fait, par exemple, qu'avec Flutterflow, on nous force à gérer, par exemple, des références de bases de données, de documents d'utilisateurs, par exemple ici, chose que même moi, je ne faisais pas forcément quand je le faisais avec du code pur Flutter et Firebase. C'est pas que c'était une mauvaise chose, mais ça vous force à faire les choses de la manière la plus propre qui soit. Vous allez le faire avec Flutterflow. Mais du coup, parfois, ça vous impose certains choix. Ça vous impose, par exemple, c'est largement recommandé d'utiliser ici Firebase pour le système de cloud et de base de données pour votre application. Mais voilà, on a moins de contrôle moins de choix et moins de liberté parfois aussi. Donc on est vraiment guidé, c'est un cadre de travail. Il faut accepter ces règles et cette structure-là. Si on n'aime pas trop les règles, si on n'aime pas trop les structures, c'est pas forcément le meilleur outil. Voilà. Si on a besoin d'une très grande liberté, d'un choix d'outils comme... il propose quand même ici d'autres alternatives ici à Firebase. On peut utiliser Supabase. On peut aussi connecter n'importe quelle API call, n'importe quelle API et l'intégrer dans notre application. Je vous ai fait des démos avec des API de crypto, des API de news, etc. Ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser d'autres systèmes de données. Ils ont intégré il n'y a pas très longtemps ici SQLite et donc aussi Supabase qui est une des alternatives qui existent à Firebase. Voilà, donc c'est pas comme si on n'avait pas d'autres options malgré tout. Voilà, moi c'est ce que j'appelle ça, c'est vraiment ce cadre de travail. Il y a un cadre, il faut rentrer dedans. Et si on dépasse un peu, on peut être bloqué. On peut avoir des contraintes qui font que c'est pour certains développeurs, je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont apprécier. Mais voilà, comme je vous le disais, le gros point fort, c'est que ça va être accessible aux développeurs qui sont débutants, aux débutants tout court, qui n'ont pas d'expérience informatique ni rien, mais aussi à des développeurs qui ont de l'expérience, qui veulent gagner en productivité. Par exemple, pour moi, c'est vraiment le produit gagnant pour tous ceux qui sont freelance, développeurs, dans des agences qui ont besoin de vitesse, en fait, qui vont faire beaucoup de projets, parfois à la chaîne, et qui veulent gagner du temps et de la productivité parce que les réflexes, c'est toujours les mêmes. Les projets, il y a plein de fonctionnalités qui reviennent à chaque fois. Donc là, c'est évident que pour moi, c'est intéressant. L'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois, vous allez pouvoir utiliser vos compétences, notamment de développeur, pour certains projets, en tout cas certaines fonctionnalités de chaque projet. Je vous le disais ici, ça peut être calculer la distance. Par exemple, ici, j'utilisais ça, un code pour calculer la distance entre mes deux points d'arrivée et de départ. Bon, ça, je ne peux pas le faire en no-code. Je n'ai pas un bouton qui me calcule la distance. J'ai besoin de faire un appel à l'API, j'ai besoin aussi de mettre à jour mes données dans Firebase. Donc pour ça, je vais utiliser des fois des custom codes. Et donc, ici, mes compétences aussi de développeur Flutter et Dart. Moi, je trouve que il faut être capable en faire de faire ce choix-là, de faire ce ratio-là. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Oui ou non? Moi, c'est pas compliqué. 95% des développeurs que je croise aujourd'hui, je leur conseille d'utiliser Flutterflow. Pas parce que je vais le conseiller à tout le monde, mais parce que là, moi, les gens que je rencontre avec ceux avec qui je discute, ce sont majoritairement des développeurs indépendants, des start-upers, des freelances, des gens qui sont en agence, dans des plutôt petites entreprises en tout cas, mais on n'est pas dans des grands groupes, on n'est pas dans les Google, on n'est pas dans les... Évidemment, plus vous avez de moyens, moins vous avez besoin de faire du no-code. Et même du multiplateforme aussi, la logique du multiplateforme, elle est la même. Quoi qu'il y a de moins en moins d'arguments aujourd'hui pour faire autre chose que du multiplateforme. Mais en gros... Pour certaines entreprises, en fonction du choix de la base de données, du choix des fonctionnalités, ça peut être intéressant quand même de faire du code pur, de faire du Flutter notamment. C'est qu'une des alternatives, mais je pense que dans la majorité des cas et de la majorité des projets, ça reste comme beaucoup plus intéressant en termes de rentabilité, de productivité,
de faire du Flutterflow aujourd'hui et d'utiliser ces compétences Flutter pour certaines fonctionnalités. Je pourrais vous en reparler, j'ai eu des cas récemment de personnes qui faisaient de l'enregistrement vidéo, par exemple dans une application, avec des interactions lors de l'enregistrement vidéo. Ça, c'est pas une fonctionnalité qui est intégrée directement de manière en no-code dans Flutterflow, c'est du custom code, mais on peut le faire avec Flutterflow. Et surtout, aujourd'hui, comme ils ont intégré la possibilité en fait de connecter de connecter son application avec tout l'écosystème en fait, avec tout le SDK de Flutter que vous avez en local, de pouvoir tester ça sur votre terminal iOS ou Android directement, et donc de pouvoir faire fonctionner une application native directement que vous allez pouvoir connecter avec Flutterflow. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont ajouté cette astuce là avec ce qu'ils appellent le Flutterflow CLI, l'environnement de développement, la ligne de commande de Flutterflow, pour pouvoir beaucoup plus rapidement pouvoir tester son code Flutterflow en conditions réelles, plutôt que sur la version ici qui est la version web qui va s'afficher, qui est déjà très bien, mais pour certaines fonctionnalités. Je prends l'exemple de Amazon ici, la page de paiement, moi, ici, pardon, c'est la carte page. Moi, j'utilise par exemple Apple Pay. Au niveau des actions, ici, voilà, j'ai plusieurs actions. Stripe Payment, moi j'utilise Apple Pay. Pour que je puisse visualiser mon paiement, enfin l'affichage d'Apple Pay, je ne peux pas le faire depuis la version web. Il faut que je le fasse depuis un vrai terminal iOS pour pouvoir tester ça. Enfin voilà, dites-vous qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients, et pour moi le principal inconvénient, c'est que c'est un cadre de travail, c'est-à-dire que c'est moins open, c'est moins ouvert, c'est moins facile de déborder, de faire des tests, de faire des expériences aussi. C'est vrai que même pour faire un petit test de code, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut passer par un custom code, parfois il faut faire valider le code. Ça va vous rajouter parfois des petites séquences un peu plus longues, mais pour l'essentiel quand même, moi c'est ce que j'ai pu vraiment tester et expérimenter, on va quand même gagner énormément de temps en productivité, en efficacité, en facilité de développement aussi, ça c'est incroyable. Et moi aujourd'hui, pour rien au monde, je repasserai à un autre outil de développement. Mais encore une fois, mes compétences Flutter, elles me servent toujours pour être focus et surtout pour vraiment pouvoir faire 100% des projets que je souhaite faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet aujourd'hui, je vais me dire je ne peux pas le faire avec Flutterflow. Je vais le faire avec Flutterflow et je vais compléter avec du Flutter. Voilà du coup pour cette thématique du jour, les pour, les contre, vous l'avez compris, ça va permettre, j'espère pour la plupart d'entre vous qui peut-être qui découvrent les vidéos, de vraiment faire le point sur est-ce que je teste Flutterflow ou pas. De toute façon, je trouve que le choix et le vrai retour qu'on peut avoir sur l'outil, il y a pas, il faut vraiment tester et faire au moins un projet complet pour s'en rendre compte. Là, dans la formation Flutterflow Excellence, il y a quand même 5 projets qu'on réalise de A à Z. C'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de fonctionnalités aussi, donc je pense que moi, j'en ai quand même déjà bien fait le tour là. Et je peux vous dire que j'en suis très satisfait et ça fait vraiment partie aujourd'hui de mes outils de travail qui sont vraiment importants. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer le cours gratuit sur Flutterflow. Il y a également la formation Flutterflow Challenge. En fait, vous pouvez accéder gratuitement au premier chapitre. Et puis ensuite, il y a la formation Flutterflow Excellence dans laquelle on recrée du coup ces 5 grands projets d'application Uber, Instagram, Amazon, TikTok et WhatsApp que je vous ai montré aussi dernièrement. Voilà, qui sont juste ici. Par exemple, pour WhatsApp, c'est vrai que je ne vous en ai pas trop parlé, mais j'ai créé en fait une version web grand écran de l'application et notamment cette exportation des applications en version web ici, ça fait partie des gros points forts aussi de Flutterflow dont j'ai pas eu le temps de vous parler dans cette vidéo. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre aussi sur le blog. Moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!